Un épais volume relié est composé de 386 feuillets de grand format, 23 sur 36 cm². La plupart des pages sont calligraphiées en caractères arabes sur 4 colonnes encadrées. 34 d'entre elles sont illustrées de peintures à la gouache au ton vif. D'autres pages sont ornées d'enluminures. Le volume a été acquis au XIXe siècle à Téhéran, capitale du royaume de Perse, aujourd'hui l'Iran. En 1877, il est entré au département des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale de France. Le livre, intitulé Ramsay, ce qui signifie 5, rassemble les 5 trésors, 5 romans en vers du grand poète persan du XIIe siècle, Nézami. Une peinture du manuscrit le met en scène devant son protecteur. Sans doute influencé par les courants mystiques persans, Nézami a laissé des milliers de vers au style raffiné. Le second poème du recueil, Khosrow et Shirin, raconte les aventures amoureuses du prince Khosrow, qui deviendra roi de Perse, et de la princesse Shirin, sa future épouse, fille chrétienne de la reine d'Arménie. Seuls 9 épisodes de ce long roman sont illustrés par des miniatures. Shirin part à la recherche du prince sur son cheval noir Shabdiz. Elle fait une halte et se baigne dans une source. Khosrow l'aperçoit pour la première fois. L'un et l'autre se poursuivent sans se trouver. Plus tard, Khosrow, devenu roi, a été chassé du trône par l'usurpateur Bahram. Il séjourne au palais de Shirin. Il passe de nombreuses journées avec elle. Elle l'aime, mais elle lui résiste. Au cours d'un festin, Khosrow affronte et tue un lion qui s'était approché de la tente de cérémonie. Shirin s'est réfugiée à Byzance. Elle se refuse toujours à Khosrow, qu'elle somme de chasser l'usurpateur. Khosrow épouse Mariam, la fille de l'empereur de Byzance, puis il fait la guerre à Bahram, le vainc et le tue. Il regrette Shirin, l'envoie chercher. Elle est devenue reine d'Arménie, elle refuse de venir. Elle rend visite à l'architecte Farad. Il a construit dans la montagne canal et bassins qui s'emplissent du lait des brebis. L'architecte est amoureux de Shirin. Autre visite, Farad reçoit Shirin et porte à la fois le cheval harassé qui vient de s'écrouler et sa cavalière. Khosrow, de plus en plus jaloux, envoie un messager qui fait croire à Farad que Shirin est morte. En recevant la nouvelle, l'architecte tombe mort. Mariam est morte. Khosrow épouse à Ispahan la belle Shakar. Shirin, dépitée, prie le ciel de lui ramener Khosrow. Ses vœux sont exaucés. Khosrow arrive au château de Shirin au cours d'une chasse. Dialogue amoureux, mais Shirin résiste encore. Grande réception. Un musicien chante pour Shirin, un autre pour Khosrow. Shirin accepte enfin le mariage. Les noces sont célébrées. Khosrow et Shirin s'unissent dans leur palais. Le peintre préfère les montrer dans un jardin paradisiaque, au centre duquel coule une source. Alors que Khosrow est endormi auprès de Shirin, il est assassiné par Shiroye, le fils qu'il a eu avec Mariam. Shirin repousse les avances de Shiroye et se poignarde pendant les funérailles du roi.
Les amis s'inspirent d'un personnage réel qui a vécu plus de 6 siècles avant lui, Khosroès Parviz le Victorieux. Roi de la Perse sassanide entre 591 et 628, il est donc contemporain de Mahomet. Il avait été d'abord l'allié de Byzance, puis son ennemi. L'empereur byzantin Héraclius finit par le vaincre à Ninive. C'est l'épisode que montre Piero della Francesca dans une de ses fresques d'Arezzo. 23 ans après la mort de Khosroès, les Arabes envahissent la Perse, la dynastie sassanide disparaît et l'islam remplace le culte de Zoroastre. L'islam s'était imposé en Arabie à partir de 622, en s'opposant au culte des idoles et en prônant un monothéisme strict. Dieu est sans forme et sans limite, représenter Dieu serait un acte d'idolâtrie. Représenter un être vivant, homme ou animal, ne serait-ce pas se prétendre l'égal de Dieu? Les figures humaines ont été peu à peu bannies des édifices religieux et des espaces publics. Mais elles subsistèrent dans les espaces privés et surtout dans les livres enluminés. Jusqu'au XIXe siècle, la Perse tarde à adopter l'imprimerie. Le manuscrit est la seule forme de circulation de l'écrit. L'atelier bibliothèque du Shah rassemblait ou fabriquait des copies du Coran, des chroniques, des recueils d'images, ou encore des traités savants. C'est par l'intermédiaire des traductions arabes que s'étaient transmis les livres des philosophes, des médecins, des géomètres ou des architectes de la Grèce antique. Dans la bibliothèque figuraient aussi les grands classiques de la littérature persane qui pouvaient exister en de multiples versions. La réputation du livre persan, son commerce et son exportation avaient entraîné l'éclosion de nombreux autres ateliers qui pouvaient réunir calligraphes, relieurs, peintres, mais aussi papetiers, teinturiers, doreurs, préparateurs de couleurs. À partir du 8e siècle, le papier à base de fibres végétales, invention chinoise, s'était répandu dans tout le monde islamique. Le papier du manuscrit est un verger, peut-être importé d'Inde, et plié en cahier de 16 pages. Le maître d'œuvre décidait du mastar, une feuille de carton ou de bois sur laquelle étaient tendus des fils de soie. On le plaçait sous la feuille de papier et l'on frottait pour qu'une trace légère des fils s'imprime en relief sur la page. Le mastar déterminait la réglure, espacement des lignes, des colonnes, marge, enluminure et même illustration. Textes et images étaient parfois disposés sur des papiers décorés au pochoir, teintés ou marbrés, ou encore semés d'or. Le manuscrit est préparé à l'aide d'un semis d'or très fin. Étape suivante, le djadval, une succession de filets de couleurs, de traits noirs qui formaient les encadrements des textes ou des images. À quelques menus défauts, bavures, raccords, on devine que les lignes étaient composées à l'aide de tire-lignes chargées d'encre ou de gouache. Les cahiers étaient alors pris en charge par le calligraphe, le kateb, qui était souvent aussi le maître d'œuvre. La tradition musulmane a fait de l'écriture un don de Dieu qu'il aurait enseigné directement à Adam et de la calligraphie l'art le plus noble. À l'écriture des débuts plutôt rectangulaires, succédèrent des calligraphies cursives aux grandes courbes, pleins et déliés, ampes plus ou moins étirées. Ibn Mukhla, ministre de la cour abbasside, a codifié au XIe siècle la calligraphie sur des bases géométriques. Le kalam est le roseau taillé selon des règles rigoureuses. Le point carré qui correspond à la pointe du kalam est l'unité de base. Il sert à donner la mesure de la première lettre de l'alphabet, l'alif, d'une hauteur de 3 à 12 points selon les écoles et les styles. L'alif, à son tour, est pris comme diamètre du cercle dans lequel s'inscriront les autres lettres.
Chaque page comporte 4 colonnes de 20 lignes d'écriture. La poésie est constituée d'une succession de distiches qui s'étalent sur 2 colonnes successives. L'ensemble du Ramsay comprend ainsi près de 30 000 distiches. Le manuscrit est en style nastalique, type d'écriture apparu en Perse à la fin du XIVe siècle. Selon une légende, son inventeur aurait vu en songe Ali, le gendre du prophète. Celui-ci lui aurait montré un vol d'oies sauvages, modèle de cette écriture cursive aux lignes enchaînées, qui parfois s'envole en diagonale ou forme des chevrons. Le calligraphe a signé à la fin de 4 des poèmes. La copie de ces feuillets a été achevée au mois de Safar de l'an 1034 de l'hégire du prophète béni. Elle a été faite par l'esclave pêcheur Abd al-Jabbar, que Dieu absolve. On connaît plusieurs autres pièces de ce célèbre calligraphe, comme un divan de 1620. Le manuscrit porte beaucoup d'autres signatures, celles de ses divers propriétaires. Celle du relieur, qui, au XVIIIe siècle, signe au cœur d'une fleur. Celle d'un calligraphe du XIXe, qui écrit que nul œil n'a jamais vu un pareil livre. Une illustration d'un autre poème du recueil montre le grand-père de Khosrow errant dans la campagne en compagnie de son vizir. Sur les murs d'un bâtiment en ruine, des graffitis très fins, des poèmes. C'est là que le peintre de miniature a dissimulé sa signature. Écrit par l'humble esclave Haïdar Koli Nakash l'an 1032. L'année 1032 de l'hégire correspond à 1622-1623 de l'ère chrétienne. 2 des 5 poèmes, dont Khosrow et Shirin, sont datés d'un village près de Bagdad, au Khorasan. Une inscription au-dessus d'une porte proclame « Quiconque possède l'existence est ami d'Ali et de la famille d'Ali ». Ami d'Ali se dit Moheb Ali, or Moheb Ali est le nom du riche gouverneur d'un district du Khorasan. Il aurait pu faire venir des artistes de l'atelier royal d'Ispahan. Mais la formule pourrait être une invocation. Ali, c'est le gendre du prophète, le premier imam, dont se revendique la tendance chiite de l'islam qui domine en Perse. Du fait de sa qualité, le manuscrit aurait pu être aussi bien une commande royale. Le Shah Abbas Ier a transféré la capitale à Ispahan. Guerrier, fin politique, le Shah est aussi un bâtisseur fameux. Dans l'architecture et l'ornementation de son temps, se retrouvent bien des motifs des miniatures de ses peintres. Ces mêmes peintres dessinaient aussi des cartons pour des tapis, des céramiques, des boiseries ou des tissus. Les images du manuscrit sont hautes d'environ 22 cm. Les personnages mesurent 5 cm. Les visages, à peine 7 mm. Leurs yeux ont 1 mm de large et les pupilles sont inférieures au tiers de millimètre. Quelques images de manuscrits persans sont restées à l'étape de dessin. Axes et architecture tracés à la règle. Lignes reprises plusieurs fois. Mise en place progressive et équilibrée des formes ou des futures surfaces colorées. La peinture est une gouache simple à l'eau. La gomme arabique est le liant principal. La plupart des pigments sont communs à tout le bassin méditerranéen depuis l'Antiquité. Blanc de céruse, jaune de l'or-piment, de l'ocre jaune ou du safran, orange du minium, du réalgar ou du cinabre, laque rouge végétale ou extraite de cochenille. Lapis lazuli provenant des montagnes de Badarchande, azurite et indigo. Les verts s'obtenaient par mélange d'indigo et d'or-piment. De même, la céruse et l'indigo donnaient un bleu clair, la céruse et le minium le rose de la chair, lapis, cinabre et laque un violet. L'or et l'argent réduits en solution ou en feuilles parfois ciselées étaient beaucoup utilisés. Sources,
fleuves ou canaux, peints en argent, se sont oxydés et sont désormais noirâtres. Quelques écailles font apparaître les couches sous-jacentes et prouvent que le peintre procédait à la mise en place des fonds en aplats clairs. Sur ces fonds, il appliquait ensuite la couleur. Après seulement, il s'occupait des détails, traits du visage, vêtements, fleurs, motifs des tissus ou des architectures. Et il procédait à un surlignage à l'encre noire qui renforçait les contours des objets ou des personnages. Certains motifs répétitifs minuscules devaient prendre des dizaines d'heures pour être mis en place. Une seule illustration pouvait demander des mois de travail. Les artistes aimaient faire preuve de virtuosité avec des pinceaux très fins, d'où l'abondance des chevelures, ou de longues moustaches figurées poil à poil, de coiffures à aigrettes, de tissus ou de tapis à motifs délicats. Plusieurs images nous montrent la position des miniaturistes et des calligraphes au travail. La peinture achevée et séchée était finement polie jusqu'à devenir lisse et brillante comme de l'émail. Le plus souvent, la couleur est arbitraire. Le peintre cherche surtout à jouer d'une grande diversité de teintes, mais absolument pas à représenter les nuances d'un monde réel. Ainsi, dans la scène de la source, le ciel est peint en or, et au-dessous se succèdent une vingtaine de couleurs. Les peintres ne figuraient pas les ombres. Le jour et la nuit n'étaient pas différenciés. Ils ne pratiquaient aucune technique particulière de modeler des personnages. Cependant, quelques objets, comme les rochers, étaient travaillés à l'aide de touches de lavis, de façon à obtenir de légers effets de relief. Le point de vue est toujours élevé, comme si les scènes étaient regardées d'une montagne, d'une tour ou du ciel. C'est une sorte de point de vue divin. Le peintre suggère parfois les plans successifs, mais il ne semble pas tenir compte de l'éloignement. Les deux personnages ou leurs chevaux ont la même taille. Les touffes de fleurs du premier plan sont identiques à celles de l'arrière-plan. Il n'y a pas d'atténuation des teintes avec la distance. Un bâtiment est un simple rectangle. Le canal, construit par Farhat, est vu du dessus alors que les personnages et la montagne sont vus de profil. Dans la scène des noces, les deux amants sont de profil, mais le lit, vu du dessus, n'est plus qu'un rectangle. Cette façon de peindre n'est pas une forme de naïveté, c'est un parti pris. Des éléments de perspective ont existé à des époques antérieures, et ceci depuis l'Antiquité gréco-romaine. Le peintre montre qu'il saurait les appliquer. Le trône hexagonal de Khosrow, le toit du palais, et les deux chandeliers de la scène du meurtre. Plusieurs images débordent de leurs limites. Cette ouverture paradoxale du cadre est devenue une figure classique de la miniature persane. Autre figure appréciée, l'image dans l'image. Des fresques sont peintes sur les murs des palais représentés, et certaines évoquent d'autres épisodes du roman. Si les scènes guerrières rappellent peut-être les grands bas-reliefs rupestres de Tak-e-Bostan, qui racontent chasses et batailles de Khosrow et d'autres rois sassanides, le peintre les transpose dans son siècle. Les chevaux ont des étriers. Les costumes sont ceux du début du XVIIe siècle. Les gestes du combat sont fidèles. Les bergers portent des coiffes de l'époque. Dans la scène du lion, les courtisans portent le chapeau mis à la mode à la cour du Shah Abbas Ier.
En revanche, plusieurs détails sont traités de façon peu naturaliste. C'est le cas des nuages, peints comme des flamèches, à la manière des peintres chinois. Ou des arbres, parfois stylisés à l'extrême. Enfin, comme dans les images byzantines médiévales, les personnages ne sont pas du tout différenciés. On identifie à peine Khosrow au milieu de ses courtisans, ou Shirin parmi ses suivantes. Cependant, le peintre a le souci, entre la première et la dernière image, de faire vieillir le roi. En Perse, comme dans les autres pays islamisés, les interdits ne furent jamais absolus. Pour contourner les hadiths, les principes religieux découlant des propos du prophète, les peintres ont peu à peu inventé un monde imaginaire. Les couleurs pures et arbitraires, l'absence d'ombre, de modelé, de perspective, les architectures réduites à des formes géométriques rappellent sans cesse l'invraisemblance de ce monde peint. Si la représentation n'est pas réaliste, comment pourrait-elle contrevenir aux interdits? Le cadre ouvert lui-même est une sorte d'interrogation. Les personnages et les formes du monde représentés pourraient-ils passer dans le monde réel? Pourraient-ils sortir du livre comme le font les bons ou les mauvais génies des contes? Ces marges sont donc bien la preuve qu'il y a deux mondes, le réel et celui de la représentation. Certains interdits cependant s'imposeront avec vigueur, surtout en Perse. À partir du XVIe siècle, la figure du prophète est voilée. Dans le manuscrit, 3 fois est montré le Mé'raj de Mahomet, son ascension nocturne au ciel, précédée par l'ange Gabriel. Des voiles cachent les deux visages. Il y eut souvent des périodes d'iconoclasme dans les territoires conquis par l'islam. Visages martelés sur des statues, têtes décapitées d'un trait de plume sur des miniatures. Le manuscrit a été préservé de ces atteintes. Seul un accès de pruderie, à une époque indéfinissable, a touché la scène des noces. Les parties nues des corps des deux amants ont été brouillées, peut-être lavées du bout d'un doigt enduit de salive. Le chiisme fait coexister un sens littéral du Coran avec un sens caché, ou même plusieurs strates de sens cachés. De même, les poètes persans ont aimé jouer avec les significations secrètes. À chaque époque, on a recherché des allégories dans les poèmes. L'amant en quête de l'amante, la rencontre sans cesse différée, pourraient être des métaphores de l'âme recherchant la fusion mystique avec Dieu. Il est difficile de retrouver ce double sens dans les images. Même si le réalisme en est banni, les scènes racontent toujours des histoires d'êtres humains bien vivants. Ce rapport particulier aux images a eu d'autres conséquences encore. Le manuscrit s'ouvre sur une double page enluminée et chacun des romans commence par un frontispice orné. Les motifs principaux sont végétaux. Les métaphores de fertilité végétale abondent dans le Coran, texte écrit au cœur d'un peuple vivant en bordure de déserts stériles. Tiges, vrilles, fleurs, feuilles, fleurons seront parmi les figures les plus fréquentes des arts islamiques. Ces formes ramifiées se déploient selon des courbes et des contre-courbes, formant des accolades, des alvéoles ou des compartiments. Et ce compartimentage se répète à son tour par symétrie parallèle ou inversée, jusqu'à composer de grands ensembles en tapis aux effets optiques étonnants. Certains ont vu là une transcription mathématique du divin, inspirée des anciens Grecs. Le plaisir d'une géométrie parfaite serait une des sources du beau. D'autres pensent que ces images traduisent une conception atomistique de l'univers,
Conception elle aussi héritée des Grecs. Dans une nature sans cesse identique à elle-même, la volonté divine imagine à chaque instant les atomes de la création et les recompose. Ces figures aux couleurs vives qui saturent toutes les surfaces et traduisent une sorte d'horreur du vide sont partout présentes. Architecture recouverte de céramique à motifs répétés ou inversés, courbe des arches ou des coupoles disparaissant sous le bourgeonnement des Moukarnas, tapis aux motifs emboîtés et sans cesse renouvelés. Spires, spirales, entrelacs et arabesques de ce monde végétal surnaturel donnent l'ultime clé de cette variation graphique. L'image suscitée par ces dispositifs proliférants, c'est celle du jardin. Invention perse, avec ses enclos protégés, ses canaux irriguant des essences rares, ses kiosques et ses bosquets propices au recueillement. Le jardin émerveille les conquérants arabes. Ils y voient un avant-goût du séjour dans l'Éden céleste promis aux pratiquants après la mort. Le jardin paradis est présent dans tout l'art persan et dans la plupart des illustrations de manuscrits. Des allusions aux fleuves d'eau, de vin, de miel et de lait du paradis sont fréquentes. Verdure, bassins, ruisseaux, tapis de fleurs composent ce lieu de sensualité et de spiritualité que chantent les poètes, tous imprégnés de mystique. Et puis le manuscrit orné, avec son luxe, ses qualités tactiles et visuelles, ses illustrations saturées de couleurs s'offrant au lecteur comme une succession d'enclos fermés, ne serait-il pas déjà en lui-même un paradis ? Quand elle parle, ses 1000 troubles charmants, 100 000 doux baisers, ses lèvres les méritent, des lèvres de rubis, dents pures comme perles. Devant sa face aussi charmante que la lune, la raison s'égare, et ses noirs cheveux bouclés mettent en désarroi le cœur autant que l'âme.